Bonjour à tous. Nous voici en direct de l'ESAT du Pré de la Bataille à Saint-Étienne-du-Rouvray pour ce webinaire qui va durer 1 heure autour du retour d'enquête qui a été faite sur quels usages du numérique en ESAT, quelles perspectives pour accompagner les compétences. Alors, on est ensemble pendant 1 heure, on va se donner déjà une petite règle, c'est pour les dernières personnes qui se connectent, c'est de couper directement votre micro pour éviter de passer justement dans le son, puisque ce webinaire il va être enregistré et pendant tout le temps, et vous pourrez l'avoir en ligne plus tard pour pouvoir revenir sur un certain nombre d'éléments. Autre règle que l'on va se donner, c'est qu'il n'y aura pas de prise de parole directe qui sera faite. Vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure que ce webinaire se déroulera pour que ça puisse nous arriver via le chat et on posera la question auprès de nos différents intervenants que je vais présenter. Alors, autour de nous, il y a aujourd'hui Jacques Béziat, professeur à l'université de Caen-Normandie. Merci Jacques. Nicolas. Nicolas Guérimand, maître de conférence en sciences de l'éducation et de la formation à l'université de Rouen. Merci. Philippe Mazereau, maître de conférence émérite à l'université de Caen-Normandie. Carla Rosier, monitrice d'atelier au sein de l'ESAT de Saint-Étienne-du-Rouvray. Mickaël, l'ESAT Saint-Étienne. L'aînée Julie, l'ESAT de Saint-Étienne-du-Rouvray. Claire Devailly, directrice de différents et compétents réseau. Alors, autour de cette table ronde, que je vais avoir la joie d'animer pendant cette première partie, et puis Claire Devailly prendra la suite sur la question des perspectives dans l'accompagnement. Nous avons les chercheurs qui ont justement mené cette enquête et dirigé cette enquête, et puis il nous semblait important sur cette table ronde d'avoir, on va dire, des grands témoins, des personnes qui ont contribué et qui ont répondu à cette enquête. Je vais donner dans un premier temps la parole à Jacques. Oui, merci. Donc, c'est une parole d'ouverture de la présentation d'un travail d'enquête qu'on a mené l'an passé dans les ESAT, IME et autres instituts du réseau compétents et différents, avec un retour de questionnaire assez intéressant. Un peu moins de 900 travailleurs opérateurs ont répondu et un peu moins de 500, 450, 60 professionnels. Donc, on a eu un beau retour d'enquête et donc c'est le questionnaire lui-même qui a été passé en fait, a été conçu, a été co-construit avec les partenaires, donc avec l'équipe de chercheurs et les partenaires, pour une analyse la plus fine possible des usages numériques, privés et professionnels, et en fait aussi réussir à comprendre les attitudes et les postures par rapport au numérique des personnes répondantes. Donc et les modalités, donc peut-être pour donner un petit peu ce point matériel encore, les modalités en fait de passation du questionnaire étaient possibles soit en autonomie pour les personnes, soit accompagnées pour les personnes qui avaient besoin d'être accompagnées pour répondre. Donc je vais laisser la parole tout de suite à Nicolas et à Philippe pour présenter les résultats. Alors, on peut peut-être préciser une chose importante quand même, c'est que cette enquête, elle a été diffusée auprès de 1000 établissements qui sont adhérents à différents et compétents. Alors, effectivement, on a un peu plus de 1000 réponses, mais je crois, il me semble, Philippe, que tu nous avais dit que justement, c'était quelque chose de très représentatif en termes de retour d'enquête. Oui, en effet, quand on consulte la littérature scientifique sur les enquêtes menées sur l'usage du numérique par les personnes en situation de handicap, on est sur une enquête qui, à l'échelle française, est, à ma connaissance, la plus importante, je dirais même à l'échelle européenne en termes de réponse. Donc c'est largement significatif. Du coup, on va passer directement à... Alors,
Tout au long de ce webinaire, le PowerPoint de présentation avec tous les éléments va s'afficher sur votre écran. Si tu veux commencer à commenter les résultats, Philippe. Donc l'enquête avait comme l'a rappelé Jacques, double objectif, à la fois cerner de façon assez précise les usages, et non pas simplement accès oui ou non à Internet, mais quel type d'usage. Et deuxièmement, essayer de caractériser ce qu'on appelle les attitudes, c'est-à-dire la propension, les difficultés éventuellement psychologiques, la peur, les appréhensions, ou au contraire l'enthousiasme dans l'utilisation du numérique. Alors, les caractéristiques de la population répondante, vous les avez, on les a mises en tableau. Elles apparaissent donc sur les diapositives. Donc, vous voyez, la proportion d'hommes et de femmes est sensiblement la même que celle représentée dans les ESAT. On peut peut-être... Voilà. Au niveau de l'âge des répondants, on a plutôt une moyenne d'âge un petit peu plus jeune que, je dirais, la population moyenne des ESAT. Mais c'est vraiment relativement sensible. Du point de vue des diplômes, vous pouvez regarder dans ce tableau que la plupart des répondants, la majorité des répondants, ont soit aucun diplôme, ou des diplômes relativement proches du CAP, BEP. Et il faut noter aussi une présence importante de travailleurs ayant obtenu une reconnaissance des acquis de l'expérience, puisque on avait fait figurer cette mention dans le questionnement. Les ESAT sont majoritairement ont répondu et il y a une petite proportion, un peu moins de 3% d'IME. Et pour le reste, entreprises adaptées, vous voyez, c'est relativement faible. Alors c'est vrai que par rapport à ce que tu expliquais, il y a, pour rappel, hein, et Jacques l'a dit tout à l'heure, il y a une grande partie des travailleurs qui ont répondu. Alors on dit travailleurs et puis jeunes des IME, puisque même si la proportion est beaucoup plus importante dans les ESAT, mais les IME ont aussi contribué. Et puis la partie accompagnant. Parce que cette enquête ne concernait pas que le public accueilli dans les établissements médico-sociaux, mais il semblait important de pouvoir aussi avoir des retours sur l'utilisation du numérique dans le champ professionnel, notamment pour les professionnels. Les principaux résultats pour les opérateurs. Donc, vous voyez, on a distingué, dans un premier temps, on a analysé les résultats séparément, opérateurs et professionnels. Dans un second temps, pour les attitudes, mais Nicolas en parlera tout à l'heure, on n'a absolument pas distingué les réponses. Les difficultés majoritairement déclarées par les opérateurs, vous voyez, s'affichent. On voit essentiellement les difficultés de compréhension et de lecture qui sont avancées dans les obstacles à l'utilisation du numérique. Donc, globalement, ce sont plutôt ce type de difficultés. Sur la fréquence d'utilisation du numérique, là, on a un résultat important. On a quand même 72% d'utilisateurs quotidiens au domicile, hein, bien sûr, et seulement 60% de non-utilisateurs au travail, mais qu'il faut rapporter au fait que tous les environnements, 46% seulement des opérateurs ont accès à Internet sur leur lieu de travail. Là, je dirais le résultat le plus important se situe dans ce tableau, c'est-à-dire qu'on peut distinguer trois groupes d'usage. D'un côté, les 172 personnes qui répondent qu'ils ne sont pas utilisateurs d'Internet, et de l'autre côté, les utilisateurs quotidiens que vous voyez, qui sont un groupe à peu près équivalent, puisque ça représente 151 personnes. Et entre les deux,
même si donc la colonne de droite, les utilisateurs occasionnels, bien sûr, sont les plus nombreux, avec des usages au niveau de la fréquence et du type d'usage très très dispersés. Hein, ce qui d'ailleurs enlève une certaine signification. On ne peut pas faire de traitement en moyenne parce que ça n'aurait pas de signification. C'est pour ça qu'on produit les résultats en données brutes. Alors c'est là où justement on peut s'appuyer sur les témoignages de nos deux grands témoins opérateurs, hein, à savoir Julie et Michael. Alors, dans quelle catégorie d'usage vous situez-vous? Comment utilisez-vous Internet? Est-ce que vous l'utilisez de manière quotidienne? À quel moment? Qui est-ce qui veut prendre la parole? Julie? Moi, c'est vrai que je l'utilise quand même souvent. Ouais. Je vais souvent sur mon téléphone. Après, j'ai un ordinateur à la maison, mais c'est vrai que Internet, je l'utilise souvent. Donc vous vous situez dans l'utilisateur quotidien. C'est ça. D'accord. Et alors vous, Michael, de quelle manière utilisez-vous Internet? Alors moi, c'était quand j'arrive chez moi, je l'utilise. D'accord. Et tout le temps. Et tout le temps. Oui. Donc vous êtes deux personnes qui sont férues d'Internet et vous l'utilisez au quotidien. Oui. Très bien. Merci beaucoup. On va continuer à dérouler. Donc, sur les usages, bien sûr, quand on fait le traitement statistique, pas de grosse surprise par rapport à la littérature scientifique en général. Les déterminants sont d'abord l'âge, notamment sur le type d'outil, hein, c'est-à-dire que plus l'âge de l'opérateur est grand, moins il est connecté sur son téléphone, ce qui a un effet générationnel classique. La question du niveau de diplôme aussi, bien sûr, qui influe sur le type d'usage. On a au niveau de l'enquête aussi sur le type de poste occupé, c'est-à-dire dans quel type d'activité se situent les opérateurs. Hein. Encore qu'il faille relativiser ce type de réponse, puisque comme on avait beaucoup d'activités très dispersées, le regroupement n'est pas forcément significatif. À noter bien sûr que le genre, c'est-à-dire le fait d'être un homme ou une femme, n'a pas d'influence, c'est-à-dire que les usages d'Internet sont quasiment les mêmes. Quel type d'usage? Vous voyez sur ce tableau que ce sont les usages personnels en termes d'utilisation des réseaux sociaux ou de consommation qui sont dominants, et aussi bien sûr la question de la communication avec les amis à travers l'envoi de mails. Hein, puisque là, vous voyez, en vert, les chiffres qui apparaissent sont les utilisateurs quotidiens des différents outils. Évidemment, les outils les moins utilisés sont ceux qui concernent la documentation ou la formation sur le lieu de travail. Mais là aussi, bien sûr, c'est en rapport avec l'accessibilité sur le lieu de travail. Alors, là encore, on va se tourner vers nos témoins. Dans quelle catégorie vous vous situez? Quand vous disiez tout à l'heure que vous utilisez, vous allez quasiment quotidiennement sur Internet, c'est pour y faire quoi? Alors moi, sur YouTube. Après, quand j'en ai marre sur YouTube, je me fais des jeux. D'accord. Voilà, c'est tout. Et alors, le support que vous utilisez pour aller sur Internet, est-ce que tout à l'heure, Julie expliquait qu'elle avait un téléphone, mais qu'elle avait aussi Internet sur son ordinateur. Quel est l'outil que vous utilisez le plus? Tablette. Une tablette? Oui. Alors, pourquoi avoir choisi la tablette? J'aime bien. Ouais. Voilà. Très bien. Et alors, est-ce que vous pouvez compléter, Julie? Comment vous l'utilisez? Vous avez dit que vous utilisez Internet régulièrement. Et alors, sur quel support? Le téléphone. Le téléphone? Oui. Et alors, par rapport à ce qu'expliquait Jacques tout à l'heure, le téléphone, vous l'utilisez pour aller faire quoi sur Internet? Sur Facebook, ou alors je vais sur
les sites de fringues sur Amazon, des trucs comme ça en fait. D'accord. Et alors, quand vous évoquez les sites de fringues, comme vous dites, est-ce que vous faites des achats en ligne ? Ça m'arrive. D'accord. Très bien. Merci. De rien. Voilà, donc les médias support de l'activité numérique, donc sans surprise, ce qui domine, et on vient d'en avoir une illustration à l'instant, c'est l'usage des réseaux sociaux. Reste quand même que la question des communications, soit en visio ou par mail, est quand même relativement significative. Peut-être juste pour compléter, une dernière question. Quand vous avez paramétré, ou quand vous allez sur YouTube ou autre, comment vous avez fait ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que vous êtes fait aider ? Est-ce que quelles précautions vous avez prises ? En fait, on a carrément, enfin, disons que sur nos téléphones, on a les applications directement, par exemple sur YouTube. Donc, on les met directement sur la page d'accueil du téléphone comme sur la tablette. Et si on veut y aller, on va dessus, on clique dessus, puis on recherche les musiques qu'on veut. D'accord. Moi, pareil. Tout est paramétré ? Oui. D'accord. Et c'est vous les paramétrages qui les avez fait au démarrage ? Qui est-ce qui a installé les applications, que ce soit Facebook ou que ce soit d'autres, WhatsApp ou... Non, sur YouTube, c'est moi. C'est vous, ouais. D'accord. Jacques, non, c'est à Nicolas, pardon. Bonjour, merci. Donc, parmi les non-utilisateurs, chez les opérateurs, une personne sur 5 n'utilise pas Internet, quel que soit le type d'outil utilisé, smartphone, ordinateur, tablette. En général, les non-utilisateurs sont plus âgés que le reste de la population qui a répondu à ce questionnaire. Il y a autant d'hommes que de femmes dans notre population, et ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut mesurer certaines difficultés à se projeter, notamment dans des projets professionnels ou sociaux, pour cette population. Alors, pour quelles raisons ? Bien, lorsque l'on interroge les personnes qui n'utilisent pas, c'est surtout parce qu'ils trouvent que Internet c'est compliqué, qu'on peut également avoir des risques de faire de mauvaises rencontres ou de se sentir perdu, ou que c'est pas forcément nécessaire pour vivre. Voilà. Après, ensuite, en termes de représentation, on peut dire que un certain nombre des personnes qui ont répondu à cette enquête en tout cas pensent qu'ils nécessitent, que utiliser Internet nécessite d'avoir suivi une longue formation. Et 3 personnes sur 4 disent que c'est trop compliqué. Alors, vous évoquiez tout de suite le fait que dans les noms d'utilisateurs, c'est plutôt des personnes un peu plus âgées. C'est ce que j'ai entendu. Alors, justement, je me tourne vers nos témoins. Vous avez certainement des collègues au niveau du travail ou des amis qui, comme vous, utilisent et d'autres n'utilisent pas. Alors, quelles sont justement les difficultés qu'ils expriment à ne pas utiliser ? Vous avez certainement des exemples de personnes que vous connaissez ? Qui est-ce qui veut prendre la parole, Julie ? Moi, pour mon cas, tous mes amis ou ma famille utilisent Internet. Donc, je connais personne qui ne l'utilise pas. Avec vos collègues, c'est la même chose ? C'est la même chose. Que ce soit sur le plan du travail ou que ce soit sur le plan personnel ? C'est ça. D'accord. Alors moi, c'est pareil. Toute ma famille va sur Internet. Et vers mes travails aussi. Et sur le travail aussi ? Oui. Donc on est dans une société interconnectée. C'est bien. Alors, Nicolas, vous nous avez présenté la fin de l'enquête sur les personnes accompagnées, les opérateurs. Maintenant, ont également répondu leurs accompagnants.
Alors, quels sont les résultats ? Alors, ce que montre l'enquête, c'est que les accompagnants utilisent davantage l'ordinateur au travail que le smartphone, et est-ce que ce résultat s'inverse un peu, si vous voulez, lorsqu'ils retournent à leur domicile, avec 60% d'utilisateurs de smartphones au domicile et seulement 40% d'usage de l'ordinateur à la maison. Alors parmi ces usages, il y a principalement un usage, je dirais, pour communiquer, soit avec ses amis, soit pour communiquer avec ses collègues de travail, ou bien encore pour réaliser des démarches administratives en général. Alors, on peut dire qu'il y a 4 profils d'utilisation qu'on a réussi à distinguer. Le profil le plus fréquent, c'est l'usage des jeux vidéo, hein, comparativement aux 3 autres. Ensuite, l'utilisation de la messagerie électronique, l'utilisation des réseaux, et enfin... on retrouve un usage un peu moins fréquent qui est celui d'écouter de la musique. Alors, on va s'adresser à Carla, justement, pour évoquer cette question de l'utilisation en tant qu'accompagnant. Alors, je vais vous poser les mêmes questions qu'à Julie et Michael tout à l'heure, c'est-à-dire, dans quel profil vous situez-vous sur l'utilisation, sur le type de matériel, et pour y faire quoi ? Alors, moi, du coup, professionnellement, j'utilise plus Internet sur les PC. Donc, du coup, l'utilisation de la messagerie pour faire des recherches d'informations, aussi transmettre des informations. Après... personnellement, comme on l'a vu sur le diapo, c'est inversé. J'utilise mon téléphone en dehors de mon poste. Et puis, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît ? Alors, vous avez évoqué la question du travail. Il me semble que vous avez une mission particulière au niveau du travail. Alors, on est sur un ESAT sur lequel le numérique vit au quotidien. Et vous avez une action ou une mission particulière par rapport à ça ? Alors moi, du coup, tous les matins et quand il y a des informations à transmettre, j'utilise l'écran numérique. Donc, je ne sais pas si on peut le voir sur les caméras. Il est sur la... D'accord. On le voit. Donc du coup, cet écran-là, que je mets à jour tous les matins, donc je m'en sers pour mettre le menu en fait, du midi, pour que les opérateurs puissent le voir. Des informations qu'on peut leur transmettre, des dates par exemple pour des vaccinations, des marchés de Noël. En fait, tout ce que les ZAD va faire, moi, mon rôle, ça va être de le transmettre sur l'écran numérique pour qu'ensuite les opérateurs puissent pouvoir s'informer. D'accord. Alors là, je vais m'adresser à Julie et Michael. Est-ce que, comme vous avez ce type d'outil de communication, est-ce que vous y êtes attentif ? Est-ce que vous le regardez régulièrement ? Comment ça se passe ? Comment vous prenez, vous, le fait d'avoir de l'information qui vous arrive régulièrement ? Comment vous vous en emparez, justement ? C'est vrai, le fait que du coup c'est affiché sur l'écran, c'est, on va dire, important. Parce que nous, ça nous permet de voir ce qu'il y a au jour du jour. Et ça nous informe pour savoir si justement, s'il y a le marché de Noël, s'il y en a qui veulent y aller ou non. Ça nous informe. Et au niveau de la vaccination, c'est la même chose. Et je trouve que c'est quand même intéressant parce que ça évite que, comme ça, les éducateurs, justement, les moniteurs, puissent faire atelier à chaque fois et prévenir tout le monde. Au moins, au niveau de l'écran, tout le monde passe devant et les gens ils peuvent voir ce qui a marqué, quoi. Alors, juste pour terminer, parce qu'il y a encore des éléments de l'enquête, ce qu'il faut dire aux participants, c'est que le type d'écran que l'on a derrière est directement dans l'atelier qui est derrière nous.
Alors, le fait qu'il y ait des choses qui passent en continu, est-ce que c'est source, puisque c'est sur votre espace de travail, est-ce que c'est source de distraction ou pas? Pas spécialement. Pas spécialement. De ma part. Après, peut-être pour les autres, c'est peut-être plus intéressant ou quoi, mais... Michael? Je sais pas. Non? Non. Vous n'avez pas d'avis Non. Pour vous, ça pose pas de soucis? Non. Là. D'accord. Très bien. On continue, Nicolas? On continue. Alors, ce que nous avons fait dans un second temps, comme l'a expliqué Philippe précédemment, c'est qu'on a essayé de comparer les usages et les attitudes des accompagnants et des personnes accompagnées. Alors, pour faire bref, ces attitudes, on en distingue 3 sortes. Une première qui consiste à dire ce que les gens ressentent, s'ils ont peur, s'ils ont envie, ou encore s'ils se sentent en capacité de le faire. Ces attitudes-là, elles permettent de distinguer 5 profils d'utilisateurs. Ceux qui sont addicts à Internet, qui utilisent très fréquemment, ceux qui ont un sentiment de sécurité et de liberté en utilisant Internet, ceux qui se sentent confiants, qui croient en leur capacité de le faire, ceux qui également entretiennent des relations avec leur entourage, et ceux qui ont un sentiment de nervosité et d'angoisse. Alors quand on s'intéresse à ces attitudes, on peut voir que les attitudes permettent de prédire un certain nombre de types d'usages, que ce soit chez les opérateurs ou chez les accompagnants. Je continue sur les attitudes ? Oui. Oui. D'accord. Donc, chez les accompagnants, ce qui ressort le plus, c'est 2 types d'attitudes qui vont être déterminantes. En particulier, le sentiment de tranquillité et de sécurité sur Internet, ainsi que la capacité de discernement, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'être trompé ou de se tromper, de faire de mauvaises rencontres, etc. Et ces attitudes vont orienter donc des pratiques telles que la réalisation de démarches administratives ou la réalisation de communications par mail et d'échanges de photos, de documents, d'informations, etc. Tout ce qui relève de la communication. Chez les opérateurs, les 2 usages les plus fréquents relevés sont d'une part faire comme les autres. Donc ce que l'on peut dire, c'est que l'entourage a une importance considérable sur l'usage d'Internet. C'est-à-dire que plus l'entourage utilise Internet et plus les opérateurs auront de chances de surfer sur le net. Et par ailleurs, un autre usage, tel que écouter de la musique, est extrêmement fréquent. Et cela relève plutôt d'une attitude de recherche de tranquillité et de sentiment de sérénité. Merci. Alors, peut-être deux choses. On avait évoqué dans les règles que vous pouviez poser des questions via le chat. Alors, il n'y a pas de questions, mais il y a des témoignages. Il y a un témoignage de 2 personnes, opérateurs aux ateliers du cahier, qui disent qu'ils utilisent aussi bien la tablette que le téléphone. Et tous les 2 au quotidien. C'est-à-dire, dans leur sphère privée, ils utilisent ce type de matériel. Par contre, alors, à l'opposé, peut-être, sans être vraiment à l'opposé, mais par rapport à ce qui est fait ici sur les ZAD du Pré de la Bataille, il n'y a pas du tout d'utilisation du numérique et d'Internet sur le champ du travail. Et puis alors, une autre information, parce que ce que vous évoquiez, c'est potentiellement la question de l'accessibilité et de rendre la démarche facile et puis sécurisante aussi. Alors, il y a quelqu'un qui explique qu'il y a la possibilité, pour faciliter l'accès au numérique, à télécharger une application qui s'appelle IDEA, qui est sur Google Play Store.
Alors, on n'a aucune action à Google, sachez-le. Mais effectivement, un des éléments qui nous semble important, c'est de dire qu'il faut faciliter l'accès, aussi bien pour les personnes qui sont lectrices que pour les non-lecteurs. Et c'est à certains moments ce qui peut être un frein. Voilà. On est allé jusqu'au bout de ce, comment dire, pas de ce webinaire, mais de ce résultat d'enquête. Alors, juste un point sur le fait de lire ou non sur Internet. Ce qu'a pu montrer aussi cette étude, c'est que ce n'est pas les attitudes qui vont déterminer si les gens lisent ou non sur Internet. Bien sûr, il y a la capacité à pouvoir lire et ceux qui s'y trouvent, mais c'est aussi d'autres déterminants de petites catégories socio-professionnelles d'une part, et puis le sexe. Le fait que les gens lisent sur Internet est déterminé principalement quand on est masculin. Les hommes sont plus souvent nombreux à lire sur Internet. Je sais pas ce qu'on peut en déduire, mais après, ça ne dit pas ce qu'ils lisent. Claire, je te redonne la parole. Je voudrais d'abord remercier évidemment les enseignants-chercheurs pour tout ce travail de qualité, la FRESAT qui a mené de main de maître cette enquête avec vous, et puis les témoins qui permettent d'illustrer ces résultats. Ils viennent à point nommé pour différents et compétents réseaux qui est en train de réfléchir à sa nouvelle feuille de route stratégique et aux actions à mener pour continuer sa mission de valoriser et accompagner le développement des compétences. Et donc, pour nourrir le débat dans cette deuxième partie, je voudrais m'adresser à nouveau à nos témoins pour leur demander qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du numérique pour vous aider dans ce développement de vos compétences et cette reconnaissance des compétences. Voilà, peut-être Julie, vous voulez commencer ? En fait, d'apprendre davantage sur le numérique, parce qu'on ne peut pas tout découvrir non plus sur le numérique. Enfin, on ne sait pas tout, du moins. Donc oui, c'est vrai que connaître plus au niveau du numérique et apprendre, ce serait pas mal. Peut-être un élément de précision, c'est apprendre sur le numérique ou apprendre avec le numérique ? Les deux. Merci. Michael ? Moi, je dirais pareil. S'il fallait que tu dises qu'est-ce que tu aimerais apprendre, est-ce que tu as une idée ou d'un sujet que tu aimerais apprendre avec le numérique ? Faire les menus. Les menus ? Ouais. Faire de la cuisine ? Ouais. Ok. Julie aussi, tu aurais un autre rêve d'apprentissage à faire avec le numérique ? J'ai pas totalement d'idée pour le moment. Juste que ça peut, moi, me servir en fait pour le travail plus tard. Parce que j'aime bien travailler sur en fait, l'ordinateur. Et dans mon travail que je fais déjà, j'utilise le numérique. Et après, en projet personnel, j'ai pas d'idée. Merci Julie. De rien. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais ? Peut-être j'ai envie de te poser deux questions. D'abord pour toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu attends du numérique dans ton développement de compétences ? Et puis comment tu te vois, deuxième question, l'utiliser pour accompagner les personnes en situation de handicap que tu as avec toi ? Je dirais que ça soit plus accessible pour... du coup, essayer de trouver quelque chose pour ceux qui ont du mal pour lire ou comprendre, parce que c'est pas toujours évident à expliquer, même pour la compréhension. Après, pour moi, à titre personnel, on va dire, j'aimerais bien vraiment développer, pas développer quelque chose, mais que l'utilisation du numérique soit plus un quotidien, par exemple,
dans les ateliers différents au sein des ESAT. Alors, pour mener ta mission de moniteur, c'est ça? Oui. Ok, merci. Alors justement, on a des témoignages, notamment de moniteurs, qui évoquent le fait que, effectivement, à l'heure actuelle, c'est une difficulté de pouvoir aménager, adapter des outils pour des publics qui sont non lecteurs. Alors, vous avez au sein de l'établissement des machines qui fonctionnent avec du numérique et autres. Comment vous avez, ou est-ce que vous avez adapté des outils particuliers et de quelle manière vous accompagnez et vous formez les personnes? Par exemple, on a un écran numérique, mais on a aussi un chevalet. Et donc, parfois, il y a des enquêtes qui sont dessus, où certains opérateurs qu'on va désigner, qui ont assez de bonnes compétences, vont prendre la responsabilité en fait, d'expliquer à leurs collègues qui ont du mal à comprendre, à lire, comment ça va se dérouler. Donc, leur mission, ça va être de gérer ça, en fait. Nous, on va les mettre en avant pour qu'ils prennent leur rôle de leur présenter, leur relire, leur expliquer, pour ceux qui ne comprennent pas. Ok. Merci. C'est un type de tutorat, de Oui, mentorat. Voilà, nous, on va l'expliquer. Ceux qui vont bien le comprendre, on va déléguer, ils vont prendre la responsabilité de l'expliquer à leurs collègues. Et puis, ça se passe super bien parce que justement, ils ont plus de responsabilités et donc ils aiment bien ça aussi. Est-ce que vous avez été dans cette situation-là, vous, Julie, d'être, on va dire, formatrice de vos collègues? Oui, ça m'est déjà arrivé. Parce qu'il y a des choses que j'arrive à comprendre si on m'explique bien. Et c'est vrai que c'est déjà arrivé à des collègues qui ont du mal à comprendre ou qui n'ont pas compris le principe. Et je prends la parole et je leur explique avec d'autres mots. Et en principe, ça passe tout seul. Merci. Moi, je voudrais m'adresser aussi à Stéphane, en tant que directeur d'un établissement à l'Essor. Qu'est-ce que toi, en tant que directeur d'établissement, tu attends du numérique pour t'aider dans ta mission de développer les compétences de tes collaborateurs et de celles des travailleurs? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que on est amené dans le travail, au quotidien, à avoir de plus en plus de numérique. Alors je ne parle pas de numérisation de documents, de choses comme ça, des activités qui sont en cours de développement, mais du coup le numérique il prend une part importante dans le travail, de plus en plus, même si on n'est pas encore à un ESAT 2.0 comme certains de nos collègues. Mais il n'empêche qu'il y a cette partie d'accompagnement qui est indispensable. L'autre chose aussi, c'est que parmi les missions d'un ESAT, c'est également le fait de permettre aux personnes de prendre pleinement leur part de citoyen. Et à l'heure actuelle, même si on ne l'utilise pas au quotidien dans le travail, eh bien, il n'empêche qu'on a besoin de pouvoir soutenir, accompagner, former, sécuriser aussi les personnes que l'on accompagne, parce que comme témoignaient tout à l'heure et Julie et Michael, c'est très simple, avec ma tablette, avec mon téléphone, même à la pause, d'aller sur Internet. Et du coup, pour y faire quoi? Et surtout, pour ne pas me retrouver dans une situation difficile. Donc ça, c'est pour nous, c'est quelque chose d'important. Et puis, ce n'est pas que les opérateurs, c'est aussi les accompagnants. Parce que de plus en plus, on demande de la numérisation, on demande d'utiliser le numérique pour les opérateurs. Et donc, on a besoin aussi de former et d'accompagner nos encadrants dans cette démarche-là. Et sur le développement des compétences techniques des moniteurs et des travailleurs, est-ce que tu imagines que le numérique, à terme, pourrait aider à apprendre de nouveaux métiers, de nouvelles postures, de nouveaux gestes professionnels? C'est déjà le cas en partie, dans le sens où, justement, lorsqu'on a des publics qui sont pas lecteurs ou peu lecteurs, quand on a une notice
ou quand on a une production à mettre en place, eh bien, si on veut que ça puisse fonctionner sans qu'il y ait une note qui soit à lire ligne par ligne, eh bien, les tutoriels, c'est des choses que l'on met en place de plus en plus. Alors, soit c'est un tutoriel sous forme de petites vidéos, soit c'est un tutoriel type le PowerPoint que l'on a fait avec des images qui défilent et qui vont montrer toutes les étapes de la production qu'on est à mettre en place. Donc, il y a deux choses. La première, c'est les tutoriels, il faut les faire. Donc, il y a bien un moment, les encadrants, les accompagnants ont besoin de se former et d'être à l'aise avec ces outils-là. Et puis, potentiellement, pour moi, ça peut être très bien un autre opérateur qui va faire ce travail de production. C'est lui qui va le faire, le tutoriel. Du coup, il y a besoin d'accompagner, de former, de faire monter en compétences tant les encadrants que les opérateurs. Merci. Moi, je reprends la parole en tant que directrice de différents et compétents. Le bureau a été me chercher dans un milieu loin de celui des ESAT. Et je viens du domaine de la EdTech. Et j'ai rencontré dans les milieux industriels des partenaires avec lesquels je travaillais beaucoup de formations de grande qualité qui sont faites sur des gestes professionnels, sur le développement des compétences, avec des outils absolument remarquables, notamment en 3D, avec beaucoup d'interactivité. Et je porte le souhait, ou en tout cas le rêve, si ça répond à des demandes, que les ESAT, et en l'occurrence aussi les membres de différents et compétents, puissent eux aussi s'emparer de tout ce que le numérique permet dans le milieu ordinaire, parce que je pense que c'est bien là où les besoins sont les plus importants. Merci Claire. Est-ce que, alors là je vais me tourner vers Jacques, sur des pistes de développement qu'il peut y avoir sur le numérique d'une manière générale, ou d'outils, ou de... Qu'est-ce qui est en cours actuellement? Oui, merci Stéphane. Donc je crois d'abord, pour revenir sur les résultats d'enquête, parce qu'on a cherché, c'est vraiment, l'enquête est vraiment une co-construction avec les partenaires professionnels, où on a cherché, je veux dire, avec nos compétences un petit peu d'universitaires, dans le milieu de handicap ou du numérique éducatif pour ce qui me concerne, à construire une enquête qui soit effectivement à la fois qui nous informe réellement et à la fois qui soit qui permette aux enquêtés d'avoir envie de répondre. Donc c'était une co-construction et en fait les résultats sont montrés dans un format webinaire assez court, donc on trahit forcément certaines subtilités. Je crois que la première chose à dire, c'est qu'on a en tête cette idée, il y a des travailleurs handicapés, il y a des publics qui accompagnent et tout, il y aurait des fractures entre des publics particuliers et d'autres qui le seraient moins, etc. En fait, cette enquête dit il faut évacuer cette notion de fracture numérique. On est dans un contexte d'inégalité numérique pour différentes raisons, avec les deux contrastes, ceux qui ne s'en servent pas du tout, ceux qui s'en servent, alors je ne vais pas dire trop, mais beaucoup, et entre les deux, toute une gamme de profils, de comportements, que l'on soit travailleur ou opérateur au sein des ESAT, et qui renvoient des caractéristiques, alors non pas qui nous échappent en partie, mais alors on est étonné par exemple de voir qu'il n'y a pas d'effet de genre particulier, alors même si effectivement dans les usages après, il y a effectivement des usages plutôt communicationnels ou d'usage de contenu sur Internet, où ça va se jouer là, mais pas sur le fait d'être usagé ou non. Il n'y a pas d'effet de genre là-dessus. Alors ça, c'est un peu une surprise, pas forcément. Ce qui nous a plutôt plu, c'est que ce n'est pas le fait d'être effectivement porteur de handicap qui fait qu'on va être handicapé, non usagé ou non usagé. On a dans ce public d'opérateurs des personnes qui s'en servent bien, beaucoup, voire moins, voire de manière autonome ou accompagnée. Pour des raisons parfois, je crois, de trop de dépendance à la famille ou au contraire pour une incapacité réelle à s'en servir seul. Et là encore, il faut rentrer encore plus finement dans le grain. Donc il y a des effets générationnels, mais ça c'est partagé par tout le monde. Mais ce qui a retenu notre attention, c'est qu'un des effets, un des facteurs majeurs, c'est la question de l'environnement. Et ce qui est frappant, c'est effectivement, les opérateurs sont usagers. Il faut quand même garder à l'esprit que beaucoup d'opérateurs quand même sont
soit pas, soit moyennement usagé. Donc ça fait question. Et quand on est usager, on est surtout usager chez soi et moins sur les lieux de travail. Et là, ça fait question aussi. Et en fait, la question de l'environnement va jouer beaucoup. Au domicile, on va être usager. Si on est seul dans son appartement, on va être usager autonome sans problème. Si on est en famille, on peut avoir des usages accompagnés ou bridés par la famille parce que la famille ne souhaite pas qu'on fasse des mauvaises rencontres ou de mauvais usages d'Internet. Si on est en foyer, on peut être dans un foyer où il y a des brouillages de la connexion pour empêcher des usages, des mésusages d'Internet. Donc en fait, la question de l'environnement joue fort et pas à l'avantage des lieux de travail. C'est-à-dire qu'en fait, la question, il ne faut peut-être pas penser l'inclusion sur le thème, on va accompagner ceux qui ne savent pas vers des usages, mais plutôt créer les conditions où les usages sont possibles. Donc tous ceux qui peuvent vont s'en servir sur le travail. Et après, penser des dispositifs marchepied d'accompagnement pour aider ceux qui ne sont pas au niveau des usages permis par le lieu de travail, d'avoir des dispositifs relais pour arriver à prendre leur autonomie sur le numérique. Peut-être pour alimenter juste ce que Jacques évoquait, c'est dans les témoignages que l'on a, il y a justement la question de certaines personnes qui évoquent ces difficultés à aller sur les réseaux sociaux, d'avoir besoin de formation et d'avoir besoin d'accompagnement. Tant d'ailleurs sur un plan personnel que sur le plan professionnel. Alors, ça va peut-être me permettre de faire le lien avec un travail qui a été mené justement sur les assises, puisque les dernières assises différents et compétents ont eu lieu en Normandie, à Caen, et portées sur le numérique. C'est d'ailleurs en amont de ces assises que l'enquête a été diffusée très largement. Et du coup, lors de ces assises, d'abord, il y avait 500 et quelques participants donc, qui venaient de toute la France. Donc ça démontre l'intérêt qu'il pouvait y avoir pour le numérique. Mais il y a également tout un travail qui a été fait autour d'une charte d'utilisation du numérique. Alors, elle se tient en 10 points, à savoir le fait de communiquer, s'informer, jouer pour ne pas s'isoler, en étant vigilant de garder le contact humain. Et effectivement, vous avez évoqué le fait d'aller jouer sur Internet et autres, mais il ne faut pas que ça me permette uniquement de jouer moi, il ne faut pas que je me coupe du reste du monde. Ça, c'était un élément important. Donc, il faut savoir quand même que cette charte, elle est issue de réflexions tant des accompagnants que des opérateurs et des participants aux assises. Deuxième point, avant de cliquer, excusez-moi, pensez à votre sécurité, la confidentialité de vos données et assurez d'être accompagné d'une manière éthique. Alors ça fait partie des choses qui ressortaient à certains moments, c'est de se dire si jamais je vais cliquer sur tel ou tel site, est-ce que je ne me mets pas en difficulté ou je ne me mets pas en péril? Former les personnes, repérer les tuteurs pour que tout le monde puisse être autonome avec les outils numériques. On en vient à la question qui se posait tout à l'heure avec différents et compétents et que posait Claire, c'est de se dire comment on peut former les personnes et avec quels outils pour faire qu'elle soit plus autonome. Claire, est-ce que tu veux prendre la suite? Et puis on va la discuter à deux. L'autre point, c'est simplifier et rendre ludiques les accès, les outils, les logiciels pour qu'ils soient faciles d'utilisation. Et il me semble que cette phrase vient bien en illustration de ce qui a mis en avant l'enquête sur l'usage du numérique. Et dans les projets à venir que va porter le réseau, ça va être un point évidemment central, que de ne pas développer pour développer, pas des outils pour des outils, mais de bien regarder l'usage et l'accessibilité des usages, avec notamment la dimension ludique. Apprendre, communiquer pour partager ses savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoir-devenir, agir ensemble, en étant vigilant de se protéger et de ne pas se faire abuser. Mais là encore, ça illustre ce que l'on disait tout à l'heure, à savoir le fait de pouvoir apprendre ensemble. C'est ce que vous évoquiez sur le fait d'être à un moment tuteur, mentor, et de pouvoir accompagner aussi des personnes parce que
j'ai les propres compétences. Prévenir et sensibiliser régulièrement des risques pour protéger les utilisateurs. On en a parlé tout à l'heure. Avoir du réseau, des applications, de la formation pour utiliser nos tablettes sans que cela consomme trop d'énergie et trop d'argent. On en a l'exemple dans les témoignages qui étaient sur le chat, de dire moi j'ai très envie justement de pouvoir apprendre et de pouvoir utiliser mieux le matériel qui est à ma disposition. Être formé individuellement sur un support numérique choisi pour gagner en autonomie, à condition d'en avoir envie. Et puis dernier point, communiquer pour exister et faciliter le quotidien en étant en sécurité et accompagné. Je pense que ce webinaire a été plutôt complet. On a abordé beaucoup de questions. Alors, il n'avait pas pour but de répondre à tout, mais plutôt de donner des pistes de réflexion et puis de voir aussi ce qui se fait déjà. Alors, on va remercier l'ensemble des participants. Merci à tous. Merci au CIRNEF pour le travail qui a été fait et puis pour ces résultats. C'est vrai qu'ils éclairent aussi le numérique tel qu'il est préparé, tel qu'il est vécu dans nos établissements. Merci à nos grands témoins et participants à cette enquête. Ça n'est jamais facile d'être face à la caméra, et donc merci d'avoir participé et d'avoir répondu aux questions et puis d'avoir témoigné. Merci à toutes les personnes qui se sont inscrites et qui ont participé à ce webinaire. Peut-être juste pour conclure sur le fait que l'ensemble de ce qui vous a été présenté, à savoir le PowerPoint qui reprend les résultats de l'enquête, la charte sur le numérique et également l'ensemble de ce webinaire vont être accessibles sur les réseaux, et notamment sur le réseau Différents et Compétents, sur le site Différents et Compétents, sur le site de la FRESAT et également sur le site du CIRNEF. L'objectif, c'est justement de pouvoir être un appui et de pouvoir partir de ces réflexions, de cette enquête, pour pouvoir peut-être aller plus loin et continuer dans la démarche. Merci aussi à Claire d'avoir co-animé avec moi. Et puis, on vous donne rendez-vous via les réseaux sociaux maintenant. Nicolas ? J'ai un dernier remerciement auprès de la Bataille pour nous avoir accueillis. Et merci, bien sûr, auprès de la Bataille de nous avoir accueillis. Et merci aussi à toute la partie logistique sans laquelle on ne serait pas en direct avec vous. Merci et à bientôt. Au revoir.